messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de ce journal, Nations Unies, 77e Assemblée Générale, allocution du président Alassane Ouattara. Les préoccupations des présidents africains à la tribune des Nations Unies. Afrique de l'Ouest, une volonté manifeste des djihadistes de consolider leur présence. La CEDEAO va adopter des sanctions progressives contre la Guinée. Merci d'être sur la RSTV. À la faveur de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait une allocution à la tribune de la plus grande organisation du monde. Il a fait connaître la vision de la Côte d'Ivoire en réitérant son appel à la libération des militaires ivoiriens injustement détenus au Mali et en appelant à une cessation de la guerre en Ukraine. Franck Morisson. 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette haute mission. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations à votre prédécesseur, Monsieur Abdullah Chahid, pour son leadership remarquable et sa gestion efficace de nos travaux lors de la session écoulée. Monsieur le Président, ces initiatives louables dans un contexte difficile, marqué notamment par la pandémie de la COVID-19, ont permis d'entretenir l'espoir en un meilleur avenir. Je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et l'assurer du plein soutien de mon pays à ses efforts inlassables visant à renforcer le rôle de notre organisation commune dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur le secrétaire général, tous mes encouragements vous accompagnent, notamment dans la mise en œuvre des propositions pertinentes contenues dans votre rapport intitulé « Notre agenda commun ». Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se félicite des succès majeurs obtenus dans bien des domaines par l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre le HCR et mon pays. Toutefois, la multiplication et la complexité des défis en matière de paix, de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement demeurent des sujets de préoccupation. Je salue la pertinence du thème de la présente session qui nous invite à envisager des solutions pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aggravation des tensions géopolitiques
et l'émergence de nouveaux conflits internationaux mettent à mal la paix et la sécurité internationale. La guerre en Ukraine vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente, qu'il est impérieux de poursuivre sans relâche. Cette confrontation avec le risque d'un recours à l'arme nucléaire continue de fragiliser la paix mondiale et de plonger l'humanité dans des crises multiformes. Elle nous révèle encore une fois les limites de l'option militaire dans le règlement des conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Ainsi, pour plusieurs pays africains, ce conflit s'est traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Cette situation a conduit le gouvernement ivoirien à subventionner les prix des produits pétroliers et le blé et à plafonner temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de grande consommation en vue de soutenir les ménages, notamment les plus défavorisés. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant que seulement 17% du blé exporté d'Ukraine depuis cette date ait été réservé aux pays africains. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire demande à nouveau que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l'Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies représentent la manifestation tangible de notre action collective au service de la paix dans les pays victimes de conflits. La Côte d'Ivoire, qui a abrité l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, mesure à sa juste valeur le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes afin de permettre le retour de la paix et de faciliter la reconstruction post-conflit. C'est fort du succès
de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de maintien, aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale et un immense défi qu'aucun pays n'est parvenu à résoudre et à relever seul. C'est pourquoi nous devons renforcer nos instruments collectifs de lutte contre ce fléau et faire preuve de solidarité et de détermination. À cet égard, mon pays salue l'action déterminante de la France et de ses partenaires européens au Sahel et réitère son appel en faveur d'une plus grande implication des autres grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, en soutien aux armées nationales, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien évidemment à l'initiative d'Accra. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, structure basée dans la ville balnéaire de Jacquesville, qui forme à tous les métiers civils et militaires de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine tend à compromettre les progrès et les avancées observées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers un retour dans certains pays industrialisés à l'utilisation du charbon.
Le temps, hélas, nous est désormais compté et nous devons agir vite et mettre en œuvre l'ensemble des engagements contenus dans l'accord de Paris afin de réaliser l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays développés doivent drastiquement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et honorer leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. La COP27, qui se tiendra en Égypte, offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements son engagement au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan, Abidjan Legacy Programme, lancée à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, la COP15, que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022. Je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle et du soutien financier des partenaires au développement en faveur de l'initiative d'Abidjan, qui a très rapidement recueilli les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d'équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Côte d'Ivoire for the statement just made. À la tribune des Nations Unies, les dirigeants africains ont choisi d'interpeller la communauté internationale sur un nombre de questions, dont le changement climatique en grande partie et son lot de conséquences. Pour le président kenyan, il y a urgence et le continent, principale victime, doit bénéficier d'un plan de sauvetage économique. Le commentaire avec Mariam Guiraud. Je me joins à d'autres dirigeants pour demander à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à d'autres prêteurs multilatéraux d'éteindre l'allègement de la dette liée à la pandémie aux pays les plus touchés, en particulier ceux qui sont affectés par la combinaison dévastatrice du conflit, du changement climatique et du Covid-19. Aux côtés du changement climatique, le président zambien a rappelé les conséquences de l'hyperinflation entretenue par la crise en Ukraine. La Zambie se joint à d'autres gouvernements pour exprimer une préoccupation particulière concernant la guerre en cours en Ukraine, alors que nous nous tenons aux côtés de toutes les personnes touchées, tant
à l'intérieur de l'Ukraine que dans les pays voisins. Nous saisissons également cette occasion pour souligner les conséquences négatives de grande portée de cette guerre, en particulier sur les prix des denrées alimentaires à travers le monde, du carburant, des engrais et d'autres produits de base essentiels. Quant au président nigérien, il est revenu sur le non-respect de la promesse de la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré qui impacte l'Afrique. Nous continuons avec l'Afrique de l'Ouest. Une vingtaine de bases de djihadistes ont été recensées depuis 3 mois à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elle regroupe plusieurs centaines de combattants. Selon Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes, cette présence témoigne d'un processus de consolidation territoriale qui passe notamment par un recrutement transfrontalier. Abraham Nyangra. Cette implantation dans la zone transfrontalière peut permettre aux djihadistes de réaliser facilement des incursions frontalières et des projections vers le sud, en direction de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vive malgré la menace djihadiste. Cette organisation, sur le terrain, répond surtout à la volonté d'encerclement de Bamako en permettant de couper les routes qui ravitaillent la capitale malienne. Selon Wassim Nasr, ce qui est intriguant et même étonnant, c'est le fait que cette zone ne semble pas être dans les priorités des autorités maliennes aujourd'hui. Elle concentre pourtant une bonne partie des richesses minières du Mali, des sites de paillage et abrite les principales voies de commerce alimentent le pays. Cette zone est également le théâtre de nombreux trafics, d'actes de contrebande et d'extorsion. Beaucoup d'argent y circule. Et c'est d'ailleurs là que les mercenaires du groupe Wagner doivent bientôt trouver les ressources nécessaires à leur déploiement au Mali. À Bamako, le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Dans le même temps, les chefs d'État de la CEDEAO décidaient à New York, en marge de l'Assemblée de l'ONU, des sanctions progressives contre les militaires guinéens. La rencontre avait été précédée par les invectives des militaires guinéens contre le président en exercice de l'organisation. L'explication avec Fat Kone. La démarche du président Embalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à entériner son choix des candidats pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, la démarche du président Embalo est une diabolisation du régime de transition en Guinée qui ne marchera pas car ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches qu'il a entreprises à la place de la CEDEAO étaient de nature à enterrer son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si c'est la raison de notre acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'histoire. Car nous ne reculerons pas, a expliqué le colonel Amara Kamara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée. La CEDEAO prévoit de dresser très prochainement et de manière graduelle une liste de militaires à sanctionner. Concernant le Mali, pas de sanctions, mais l'institution communautaire a condamné l'arrestation des soldats ivoiriens détenus depuis juillet et promis de dépêcher à Bamako les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération. En revanche, le Mali et la Guinée restent suspendus de la CEDEAO. Nous terminons avec l'ONU. Une réunion sur le Sahel s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. C'était l'occasion choisie par les chefs d'État africains de rappeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis des pays durement touchés par l'avancée du terrorisme. Wilfried Ekoué. La stabilité d'une grande partie de notre continent en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier est menacée par l'insécurité causée par le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale. Nous devons nécessairement impliquer l'ensemble de la communauté internationale et l'ONU en particulier, a souligné Umaro Sissoko Embalo. Contre le terrorisme au Sahel, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a promis de trouver des solutions nouvelles pour la mission de l'ONU au Mali. Mais pour le président nigérian, il faut investir dans des secteurs bien définis afin de faire échouer dans cette région les actions des terroristes. La démographie et la dégradation du climat, en se combinant, ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011 la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui.
Il faut agir en investissant les ressources qu'il faut dans l'éducation pour lutter contre la violence d'aujourd'hui et prévenir les violences de demain. La démographie et la dégradation du climat, en se combinant, ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui. Il faut agir en investissant les ressources qu'il faut dans l'éducation pour lutter contre la violence d'aujourd'hui et prévenir les violences de demain. En juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023 sans le consentement du Mali. Cependant, les violences liées au terrorisme dans le nord de ce pays n'ont pas reculé. Même constat au Burkina Faso, un autre pays du Sahel. C'était tout pour les informations de ce jour. Voici les différents titres qui ont meublé ce journal. Nations Unies, 77e Assemblée générale, allocution du président Alassane Ouattara. Les préoccupations des présidents africains à la tribune des Nations Unies. Afrique de l'Ouest, une volonté manifeste des djihadistes de consolider leur présence. La CEDEAO va adopter des sanctions progressives contre la Guinée. ONU, la lutte contre le terrorisme au Sahel, au cœur des débats. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de rester sur la RSTV. À bientôt.